que je connais quand même depuis de nombreuses années, est une orthodontiste qui a une formation en Belgique, qui est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui a essayé de trouver les réponses en multipliant les formations, les conseils qu'elle a pu avoir auprès de différents spécialistes. Elle a passé un certain nombre d'années à Robert Debray dans le service du professeur Defez. Nous avons beaucoup discuté et je crois qu'elle arrive à une cohérence très intéressante parce qu'avec sa formation d'orthodontiste classique, sachant très bien manier les dispositifs fixes, les bagues, les casques et des choses comme ça, elle a pu organiser une approche clinique globale qui intègre à la fois les fonctions et un certain nombre d'éléments. Je crois que notamment sur les classes 3, qui est à la fois quelque chose de très fonctionnel, mais aussi de mécanique à partir d'un certain âge, elle a réussi à avoir une stratégie thérapeutique qui, je ne suis pas le seul, mais je crois qu'elle a des responsabilités importantes à la SBR et qui ont séduit aussi beaucoup d'orthodontistes classiques. Donc, Karine, je vous passe la parole et on vous écoute avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, Patrick. Alors, pour commencer, je voudrais vous remercier, ainsi que le docteur Bergeron, de m'avoir donné la parole aujourd'hui. Donc, je vais vous parler des traitements orthopédiques fonctionnels des classes 3, qu'on pourrait aussi appeler hypoplasie maxillaire ou prognathie mandibulaire. Ces cas sont assez intéressants parce que finalement, ils montrent quand les traitements précoces sont indispensables. C'est vrai qu'au cabinet, j'ai beaucoup de cas de classe 3. J'ai un petit cabinet de quartier à Paris et le pourcentage de classe 3 dans mon cabinet est beaucoup plus important que... Voilà, donc c'est parce que je les traite. Finalement, on en a parce qu'on les traite. Alors, quand est-ce que le traitement précoce est obligatoire? Eh bien, quand on a... c'est-à-dire la question, c'est quand est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Soit quand on a un risque de complications, c'est-à-dire qu'il y a un risque de traumatisme, et en général, ce sont les classes 2, soit quand on a un risque d'aggravation. Et les risques d'aggravation, ce sont les pathologies évolutives qui vont s'aggraver avec le temps. Les classes 2 sont bien sûr plus souvent dues au pouce, à la présence d'un overjet, tandis que les hypoplasies maxillaires, alors c'est vrai que classe 3, on va y revenir, mais c'est dans le sens antéro-postérieur. Le terme plus global, c'est les hypoplasies maxillaires qui sont le plus souvent dues à la tétine, génèrent à l'arcade supérieure manque de place, dents incluses, et à l'arcade inférieure un déplacement avec des excès de croissance mandibulaire. Les hypoplasies maxillaires. Quand le maxillaire est hypoplasique, ce qui est quasi toujours le cas quand il y a des dysfonctions, la mandibule n'est pas contenue et elle peut s'hyperdévelopper. Alors soit vers le côté, d'un côté ou des deux côtés. Quand c'est que d'un côté, nous avons des latérodéviations mandibulaires, vers l'avant, c'est des articulés croisés antérieurs qui vont donner des prognathies mandibulaires, et vers le bas, les béances, les infraclusions qui vont donner à terme des hyperdivergences. Mais il faut savoir que c'est la même pathologie qui a des conséquences dans un différent plan de l'espace. Alors, écoutez, il faut faire honneur quand même au professeur Defez qui a mis au point ces traitements à Robert Debray, avec lequel j'ai travaillé ainsi qu'avec Patrick, qui parlait vraiment de l'étage moyen de la face comme l'étage fonctionnel du visage. Et ce schéma où on voit, je vais essayer d'avoir le pointeur, voilà, pointeur laser, où on voit vraiment que le maxillaire est un os assez vide, que de la position des dents dépend le volume de tout l'os, et que ce qui est assez amusant, c'est que le professeur Defez a parlé de prognathie mandibulaire et le livre qu'il a écrit en 71, donc ce n'est pas tout à fait récent, et finalement, il ne traitait que le maxillaire pour traiter des prognathies mandibulaires. Alors, quelle est la fonction des dents? La fonction, c'est de mastiquer. Donc, il y a une autre personne auquel il faut rendre hommage, c'est le professeur Planas de Barcelone, qui a expliqué, alors ça c'est mon bouquin de pendant mes études, donc il est très vieux, le rôle de la mastication dans le développement des maxillaires. Il a expliqué que la mastication devait être unilatérale alternée et qu'on devait donc mastiquer des deux côtés comme on marche sur les deux jambes,
alternativement à droite et à gauche, et qu'un appareil fonctionnel, c'est un appareil qui utilise les fonctions, et toutes les fonctions, sans oublier la mastication. Alors la classe 3, c'est quelque chose qui reste tout au long de la vie. Hein, donc voilà, c'est pas un patient que j'ai traité, hein, tout le monde reconnaît Charles Aznavour. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que quand il est enfant, ben, il n'y a pas vraiment de déformation. Il a un visage tout à fait équilibré. Et les déformations apparaissent à partir de la deuxième photo. Ce qui veut dire que c'est certainement avec l'éruption des dents que c'est créé la déformation du visage. Et si on agrandit cette photo, on voit qu'il devait certainement avoir une agénésie d'incisive latérale et un articulé croisé sur les incisives centrales qui lui a donné ce visage si typique qu'il a gardé tout au long de sa vie. Pour que les choses marchent bien, alors je suis désolée, je fais un petit préalable, mais c'est indispensable. Pour que les choses marchent bien au niveau de l'appareil masticateur, on doit avoir une proprioception optimale. Et il est indispensable pour que la langue soit au palais. Quand la langue est au palais, les dents peuvent se rencontrer et mastiquer. On peut à ce moment-là aussi avoir une respiration strictement nasale. L'absence de respiration buccale habituelle est très importante. Parce que rien ne doit être interposé entre les dents pour abaisser la langue. Un enfant qui respire par la bouche va mettre sa langue en bas. La respiration buccale, c'est une roue de secours. Et comme une voiture, on ne doit pas rouler avec la roue de secours. On prend la roue de secours quand il y a un problème sur une roue normale. Donc, il est indispensable d'avoir une respiration nasale habituelle pour ne pas avoir quelque chose qui abaisse la langue et de ne plus avoir d'alimentation en succion. Et avant de commencer tout traitement, c'est un préalable tout à fait important, il faut supprimer biberon et tétine. Hein, alors, j'avais fait cette photo de cette petite en vacances. Il faut poser la question, parce que si on ne pose pas la question, on ne se rend pas compte que des enfants de 7 ans, de 8 ans, même plus, ont encore parfois les biberons et la tétine parce que ça va plus vite le matin, c'est plus pratique. Si vous posez la question, ils vous diront toujours « Oh non, oh ben non, bah, sauf le matin » ou « Oh ben non, sauf le soir ». Donc, on ne peut pas obtenir une bonne position linguale tant qu'on a quelque chose dans la bouche qui fait téter et qui abaisse la langue. Ça, c'est une photo que j'ai prise du livre de mon fils, hein, parce qu'avec la tétine, on n'a pas fini. Les médecins qui préparent l'internat, on leur apprend comme prévention des syndromes de la mort subite du nouveau-né. On leur dit de proposer à l'enfant une tétine à l'endormissement. Alors, quand l'enfant a l'habitude, après, c'est difficile à enlever. Mais c'est vrai que si on apprend ça aux médecins, ben, on en a pour un moment à continuer à travailler. Les principes du traitement. Alors, quand on traite des enfants jeunes, ce n'est pas du tout la même chose que quand on traite des adultes. Là, on a des enfants en croissance, quand on parle d'orthopédie, où aucune structure n'a atteint sa taille définitive. Et le principe du traitement, c'est qu'on va prendre en charge la structure en retard, qu'on va réaliser un traitement tridimensionnel du maxillaire qui va permettre de contenir la mandibule et de réorienter sa croissance, pour éviter que les aggravations telles qu'une malocclusion deviennent une anomalie squelettique avec déformation du visage. Alors voilà, ce n'est pas moi qui l'ai traité non plus. Ce qui est très intéressant quand on observe Patrick Fiori, c'est qu'on voit qu'il a une grosse déformation quand même adulte. Quand on agrandit la photo, on voit que finalement ce n'est qu'un articulé croisé sur quelques dents et on voit qu'enfant, il n'avait pas de déformation. Et donc, un articulé croisé de quelques dents qui n'est pas grand-chose enfant donne une déformation squelettique ultérieure. Revenons-en maintenant aux classes 3. Donc, finalement, c'est une insuffisance, une hypoplasie du maxillaire dans le sens antéro-postérieur, qu'on appelle communément dans le langage une prognathistie mandibulaire. Tout le monde sait bien, tous les dentistes le savent, que quand on a une perte de la dimension verticale d'occlusion, on a la génération d'une classe 3, même chez des vieillards qui sont pourtant plus en croissance. Le principe, c'est que nous allons augmenter la dimension verticale d'occlusion
pour faire grandir le maxillaire et obtenir l'effet inverse. Voilà cette petite jeune fille qui a 4 ans, presque 5 ans au moment de la photo et dont le traitement est débuté un petit peu plus tard. On voit tout l'enfoncement du volume du maxillaire, tout l'affaissement de l'étage moyen de la face. On voit que son sourire, ce qui est souvent le cas chez les classes 3, découvre les dents du bas, que la lèvre supérieure est fine. On ne peut pas la laisser comme ça. Voilà son occlusion, tout est à l'envers. La mâchoire supérieure est complètement inclue dans l'inférieure. Et nous n'avons pas encore les dents de 6 ans. Et c'est d'ailleurs pas nécessaire de les attendre. Ces radios, où on voit que la classe 3, que le décalage est aggravé par la proie alvéolique des incisives inférieures. Alors le traitement, nous allons mettre un appareillage avec une surélévation. Nous allons augmenter la dimension verticale de l'occlusion en fonction. Comme c'est en fonction, bien entendu, il est indispensable de mastiquer avec puisque c'est quand on mange que ça agit. Et on voit que très rapidement, le haut revient sur le bas. Voilà cette petite jeune fille 10 mois plus tard. On voit que son visage est tout à fait devenu équilibré et qu'elle sourit avec ses incisives supérieures. Les différences de photos et les différences de radio. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que je ne vous parle pas de la langue. Je n'ai absolument pas essayé de rééduquer quoi que ce soit et que la langue s'est mise au palais et qu'on a eu une ascension de l'os hyoïde. La revoilà à 11 ans, où on va faire un petit traitement pour remettre les canines qui ont poussé en articulé inversé. Et la voilà quand elle revient pour les dents de sagesse. Voilà. Et qu'on va bien sûr garder puisqu'il n'y a aucune raison de les enlever quand elles ont la place de se mettre. Donc l'appareil que nous utilisons, c'est un palais muni de surélévation molaire qui vont permettre d'augmenter la hauteur de fonction et de mastication. Alors c'est vrai que je ne parle pas de la langue, mais ce n'est pas parce qu'elle n'est pas là. C'est parce que quand vous mettez n'importe quoi dans votre bouche, vous le mangez, excepté la langue qu'on a toujours dans la bouche. C'est parce que le bébé, normalement, qui a sa langue étalée entre les arcades sans dents, au moment où les dents poussent, normalement, la langue, les dents poussent et se frottent et sont actives et mastiquent, la langue doit reculer. Si l'enfant est dans une persistance de la succion, parce qu'il a une tétine, un biberon, un pouce ou n'importe quoi, eh bien, la langue, elle va modifier sa position afin d'empêcher un contact agressif. Et c'est vrai que j'ai illustré ça comme la mer et les rochers. On comprend bien donc que nous avons deux attitudes thérapeutiques, soit faire reculer la langue, et c'est toutes les rééducations, donc le docteur Fellus vous parlera, et bien sûr le Frogimos, soit faire fonctionner les dents, et c'est l'option que j'ai choisie, et c'est-à-dire faire des mouvements de latéralité qui doivent être transmis à toutes les dents, même celles qui sont en inocclusion ou en malocclusion, pour que toutes les dents reçoivent les stimuli masticatoires. Et on comprend bien que quand la langue n'est plus étalée entre les arcades, elle peut se positionner au palais et favoriser la respiration nasale qui est elle-même encouragée par l'expansion du maxillaire, puisque quand on fait grandir le plafond d'un étage, on fait grandir le plancher de l'étage du dessus. Donc voilà un autre cas, je vais vous montrer un deuxième cas. Donc voilà ce petit jeune homme qui vient à ma consultation, il a 5 ans, 2 mois. Première chose, arrêt biberon et tétine, et voilà. D'ailleurs, c'est vrai que je parle beaucoup de mastication et je vais quand même aussi dire que, étant donné que l'important, c'est les mouvements de latéralité, l'ostéopathie a dans ma pratique une importance capitale, car c'est important que les structures soient libres et puissent bouger. Donc, l'ostéopathie est très importante et m'aide beaucoup dans mes traitements. Ce cas-là, voilà, donc on était là. Juste ça, c'est entre les deux photos, 3 mois, arrêt de biberon et tétine. Et donc, on voit bien que c'est la hauteur de surélévation, c'est un autre patient parce que j'avais pas de, qui va pousser le maxillaire de la même façon que le masque facial le tire. Le voilà un peu plus tard, on a retrouvé des bons rapports entre les incisives antérieures, enfin les incisives. Le voilà à 9 ans parce que on n'allait pas le laisser comme ça, on a un petit peu aligné les dents. Et le revoilà à 12 ans. Alors, ce qui est assez intéressant aussi de regarder sur ce patient, c'est qu'on voit qu'on a une certaine obliquité du plan d'occlusion. Les milieux sont cohérents, mais on a une obliquité. Et quand on voit la panoramique,
on se rend compte qu'il a eu une extraction, parce que c'est un patient qui ne se lavait pas volontiers les dents, qu'il a eu une extraction de 6 qui était cariée, et donc les dents du maxillaire ont tous filé du côté de ce côté-là, et comme ce côté-là devenait un côté plus facile pour le fonctionnement en latéralité, eh ben les dents mandibulaires aussi. Et c'est pour ça que alors qu'on a un fonctionnement qui est un masticatoire plutôt à gauche, on a conservé les milieux alignés. Alors, ce qu'on fait enfant, on peut quand même le faire plus tard. Et c'est vrai que finalement, je me suis dit, bah, si on peut le faire tôt, on peut peut-être essayer. Les moyens ne sont pas les mêmes, mais c'est tout à fait applicable en utilisant l'orthodontie générale. Donc voilà ce patient qui avait 16 ans, 9 mois, son visage, son occlusion, ses radios. Et on a utilisé une surélévation associée à des élastiques intermaxillaires et à une mécanique. Et on voit que progressivement, on remet les choses. Alors à un moment donné, les deuxièmes molaires ne poussaient pas, donc quand j'ai fait faire une radio de contrôle pour voir les axes des dents. Alors ce qui est aussi assez intéressant, c'est que comme je vais redresser l'axe des incisives, on a l'impression que leur racine est plus longue après le traitement qu'au début. Hein, et on voit sur le... Donc on a fait un scanner, hein, et le voilà en fin de traitement. Donc les résultats sont quand même... Bien sûr, quand on fait des traitements précoces, plutôt, les résultats sont mieux finis, mais on a quand même des possibilités thérapeutiques plus tardivement aussi. Ben, écoutez, je vous remercie de votre attention. Alors, comme j'arrête pas de dire que j'aime pas la tétine, et ben voilà, je vous montre des photos de pouce qui est antinatale et présent dans tout le règne animal. Et puis ce petit bébé-là qui a trouvé un moyen de succion dont on est sûr qu'elle ne sera pas pérenne et qui pourra se déshabituer facilement. Je vous remercie de votre attention. Ben, merci Karine pour cette brillante communication. J'ai deux, trois choses, mais tout m'a passionné et je suis quand même heureux de la cohésion et la cohérence de tout votre discours. D'abord, vous nous avez montré une chose formidable avec ce grand adulte de 16 ans que vous avez réussi à traiter et vous démontrez un peu qu'on peut faire très compliqué au lieu de faire très simple. Alors, c'est très bien de savoir que quand on n'a pas fait très simple, on peut encore faire très compliqué, mais voilà. faisons très simple quand on peut. La deuxième chose, c'est au sujet de la tétine. Il est évident que la tétine permet d'obtenir une grosse diminution des morts subites du nourrisson, mais que la mort subite du nourrisson n'existe plus après 1 an. Et je pense qu'un an est l'âge favorable pour supprimer la tétine. Et à ce moment-là, vous n'aurez pas des récriminations de la part des enfants. Et que si les parents décident de l'enlever à 1 an, les choses se passeront d'une manière beaucoup plus facile. Merci beaucoup. J'ai une question. Voilà, je passe directement, vu qu'il nous reste 7 minutes pour traiter les questions, à une question qui est arrivée de la part de YouTube. Bonjour, oui. Comment quantifiez-vous, pour le docteur Benyounès, la disjonction nécessaire à l'espace transversal? Il faut que le haut soit sur le bas. Il faut que les dents du haut surplombent les dents du bas. C'est-à-dire qu'elle doit être relativement importante en fonction. Vous parlez de quoi? De la hauteur des cales ou bien de ce qu'il faut élargir? Ils emploient un terme de disjonction. On ne fait pas de disjonction, on fait de l'expansion lente, tranquille, qui n'est pas traumatisante et on ne va pas les fracturer. C'est un jeune enfant. Exactement. Voilà. Exactement. On fait des traitements doux, souples. Donc, il n'y a pas d'expansion. Sans problème. Il y a de l'expansion. Voilà. Docteur Benyounès, concernant la récidive, à quel âge peut-on arrêter le contrôle de la classe 3 après la fin du traitement? C'est-à-dire que vous avez remarqué que ces cas, je ne comprends pas bien la question. Concernant les récidives, à quel âge est-ce qu'on peut arrêter le contrôle de la classe 3 après la fin du traitement? C'est-à-dire, jusqu'à quand faut-il revenir chez le praticien pour s'assurer que la classe 3 traitée ne récidive pas? Il faut quand même les suivre. Hein. Il y a un service après-vente. Quand on fait un traitement, il faut quand même continuer à suivre les patients. Ce que vous voyez, c'est que je les suis. Je ne leur fais pas nécessairement de traitement. Les traitements ne durent pas longtemps. J'ai des actions ponctuelles au bon moment pour qu'ils soient embêtés le moins longtemps possible. Mais enfin, ils reviennent nous voir quand même de temps en temps. Il y a une chose, c'est que le docteur Benyounès utilise un appareil absolument formidable qui sont les plans de surélévation molaire.
Et je pense que là, il faut peut-être revenir et accorder le certificat de baptême aux véritables inventeurs de cet appareil, parce que j'ai eu plusieurs occasions de différents praticiens de nous expliquer que cet appareil avait été inventé par eux. Alors, ça tombe parfaitement parce qu'il y a une question, comment fonctionne l'appareil de surélévation molaire et comment le confectionner? Voilà. Alors, avec plaisir, mais là, vous savez que j'avais 20 minutes pour parler. Donc, j'ai essayé de venir à l'essentiel. En gros, ce que je peux vous dire, c'est que on fait mastiquer sur une hauteur plus importante. La hauteur efficace doit être telle que la mandibule est abaissée, donc reculée suffisamment pour que les rapports antéro-postérieurs des incisives soient corrects. La mastication va pousser le maxillaire. Et puis, ce qui est aussi très important, c'est que les dents latérales sont incluses dans la résine et donc on va avoir un effet vraiment global et pas un effet strictement alvéolaire. Une autre chose qui est deux autres choses qui sont très importantes. D'une part, quand on met ce type d'appareil, les enfants ne savent plus comment avaler. Et on leur dit, bah, écoute, parce que souvent ils nous disent, ah là, tu viens de me mettre un appareil, je ne sais pas comment je dois faire. Je lui dis, bah, serre les dents. Ils serrent les dents et on se rend compte qu'ils ont compris, qu'ils arrivent à avaler. Voilà, l'autre chose, je ne sais plus ce que c'est. Voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. Alors, on avait une autre question à ce sujet, justement, c'est quel est l'axe que l'on doit donner au plan de surélévation molaire pour corriger une classe 3 et la hauteur? Eh bien, la hauteur, c'est que pour que la mandibule soit abaissée suffisamment afin que les rapports antéro-postérieurs des incisives soient corrects. C'est parfait. Voilà. La définition est parfaite. Oui, donc je reviens à cet appareil absolument magique qui a été inventé par Garlopo en 1954, qui a été mis en avant par le professeur Dudin, puis par le professeur Defez, et que, voilà, quand on découvre dans certains livres que maintenant cet appareil porte le nom de l'écrivain et de la personne qui l'a écrit, je crois qu'il faut remettre. On n'a jamais de honte à donner ses sources. Non, bien sûr. Bah, écoutez, moi j'ai appris avec vous et puis je me suis dit, mais si on peut le faire à 6 ans, bon, on peut peut-être le faire à 7 et puis à 8. Et oui, puis voilà. Mais la preuve, on a commencé il y a 40 ans. Moi, mon cher Bergeron m'a un petit peu rajeuni en disant que j'avais 25 ans d'expérience. Non, moi j'en ai, j'ai commencé l'orthodontie en 88, donc c'est sûr que nous avons beaucoup plus. Y a-t-il d'autres questions? On va finir par une dernière question du docteur Leclerc, qui d'ailleurs, j'en profite, participera demain à la table ronde de la fermeture du congrès, qui nous demande, dans le cas du traitement de l'adolescent de 16 ans que docteur Ben Younes vous avez présenté, je pense que vous avez fait une correction alvéolaire et non squelettique. Alors voilà, c'est justement, merci beaucoup parce que c'est ça que j'oubliais de dire. Alors, ce qu'il y a de très, très important, c'est que on considère souvent que des dents comme des clous plantés dans l'os. En vérité, ce n'est pas du tout ça. C'est qu'on a des organes dentaires et donc on a un déplacement des dents avec leurs ligaments et leur os alvéolaire. Et donc, il ne faut pas croire qu'on déplace la dent et puis c'est tout. On déplace la dent avec son os alvéolaire. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des corrections qui soient stables. Et c'est pour ça que c'est très, très important, justement, cette façon de faire. Et bon, j'ai pas trop insisté parce que justement, j'avais un temps qui était quand même assez court pour expliquer. Après, orthopédiquement, on met les braquettes à l'envers, qui permet de redresser les racines. Tout ça avec des mouvements très très lents qui permet d'obtenir le résultat que vous avez vu. Et ce n'est pas strictement alvéolaire parce que j'ai fait un scanner et on voyait très très bien qu'on avait un déplacement des dents avec leur os. Le scanner n'était pas fait pour ça. Hein. Le scanner, c'était parce qu'il avait 18 ans et que les 17 et 27 n'étaient toujours pas évolués. Eh bien, merci beaucoup de votre attention. J'espère que ça vous a plu. Voilà.